18 novembre 1803. Sur les hauteurs de Vertières, près du Cap Français, une armée s'apprête à livrer l'un des derniers combats de la révolution haïtienne. Face aux troupes françaises se tiennent des soldats qui ont connu l'esclavage, la plantation, le fouet et la déportation. Beaucoup combattent avec des armes prises à l'ennemi, certains sont pieds nus, tous savent ce qui est en jeu. Derrière les lignes françaises se trouve une armée expéditionnaire envoyée par Napoléon Bonaparte. Elle devait reprendre le contrôle de Saint-Domingue et rétablir l'ordre colonial. Pour les combattants haïtiens, perdre cette bataille signifie risquer le retour à l'esclavage. Il n'y a donc pas seulement une position militaire à défendre, il y a une liberté à conquérir. Et à Vertières, cette liberté va l'emporter. Bienvenue dans les victoires noires oubliées. Pour comprendre Vertières, il faut d'abord comprendre Saint-Domingue. Au XVIIIe siècle, la partie française de l'île d'Hispaniola est l'une des colonies les plus riches et les plus brutales du monde. On la surnomme la perle des Antilles. Ces plantations produisent que du sucre, du café, de l'indigo et du coton pour les marchés européens. Cette richesse repose presque entièrement sur le travail de centaines de milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Ils sont déportés depuis différentes régions d'Afrique. Ils arrivent après des semaines de traversée dans les cales des navires négriers. À Saint-Domingue, ils sont vendus, séparés de leurs familles et affectés aux plantations. Le système colonial ne cherche pas à les faire vivre. Il cherche à tirer le plus de travail possible de leur corps. Les maladies, les châtiments, les accidents et l'épuisement provoquent une mortalité considérable. Les colons renouvellent sans cesse la main-d'œuvre en important de nouvelles personnes réduites en esclavage. Cette violence n'est pas un accident du système, elle est le système. Pour donner une mesure de cette brutalité, l'espérance de vie d'un esclave à Saint-Domingue, après son arrivée, est estimée par les historiens à moins de 10 ans dans certaines plantations. Les colons ne cherchaient pas à préserver leur main-d'œuvre. Ils calculaient qu'il était plus rentable d'importer de nouveaux esclaves que de laisser vivre ceux qu'ils possédaient. Cette logique économique, la vie humaine comme capital consommable, est ce contre quoi les révolutionnaires haïtiens se soulèveront. Pas seulement pour leur liberté individuelle, contre un système qui avait fait de leur corps une marchandise. En août 1791, une insurrection éclate dans le nord de Saint-Domingue. La cérémonie du bois caïman, devenue un symbole de la révolution haïtienne, est associée au déclenchement de cette révolte. Les détails de la cérémonie sont connus par des récits transmis après les événements et ne sont pas tous établis de manière indépendante. Mais la conséquence, elle, est certaine. Les plantations s'embrasent et l'ordre colonial commence à se désagréger. La révolte devient une guerre. Ce qui suit est une décennie de combats d'une violence extrême. Les insurgés affrontent successivement les forces françaises, espagnoles et britanniques, chacune cherchant à profiter du chaos pour s'emparer de la colonie la plus rentable des Caraïbes. Des dizaines de milliers de personnes meurent dans les combats, par les épidémies, par les représailles des deux camps. Saint-Domingue brûle. Et de ces cendres, quelque chose de nouveau commence à prendre forme. Dans cette période apparaît Toussaint Louverture. Né dans l'esclavage, devenu libre avant la Révolution, Toussaint possède une intelligence politique et militaire exceptionnelle. Il sait négocier avec ses ennemis, organiser ses troupes et exploiter les rivalités entre les puissances européennes. Il combat d'abord aux côtés de l'Espagne, puis rejoint la République française lorsque celle-ci abolit l'esclavage dans ses colonies en 1794. Au fil des années, il étend son autorité sur l'île. Il bat les forces étrangères, impose son influence et devient le principal dirigeant de Saint-Domingue. Mais il ne proclame pas l'indépendance. Il cherche à préserver l'économie de la colonie tout en maintenant l'abolition. Cette politique crée des tensions. Les anciens esclaves veulent la liberté réelle, les planteurs souhaitent retrouver leur pouvoir, la France veut conserver sa colonie et ses revenus. Toussaint est un équilibriste politique dans un contexte qui n'autorise aucune erreur. En 1801, il promulgue une constitution pour Saint-Domingue qu'il établit gouverneur à vie, tout en maintenant théoriquement l'île dans l'orbite française. C'est cette ambiguïté
que Napoléon va exploiter pour le piéger. Puis Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir. En 1802, il envoie une importante expédition militaire à Saint-Domingue, commandée par son beau-frère, le général Charles Leclerc. Les intentions du gouvernement napoléonien deviennent rapidement claires: reprendre le contrôle des colonies et rétablir l'esclavage là où il a été aboli. Toussaint Louverture est arrêté au cours de négociations. Il est déporté en France et enfermé au fort de Joux, dans le Jura. Il y meurt en avril 1803, loin de son île. Napoléon pense que sa disparition fera s'effondrer la résistance. C'est l'inverse qui se produit. Après l'arrestation de Toussaint, plusieurs chefs comprennent que les promesses françaises ne garantissent non plus leur liberté. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et d'autres commandants reprennent le combat. Dessalines devient progressivement le principal chef militaire de l'insurrection. Il n'a pas le style de Toussaint Louverture. Il ne cherche pas à préserver un compromis avec la France. Né dans l'esclavage, marqué par des décennies de violences coloniales, il a une certitude absolue. Une liberté que la France peut accorder peut être retirée par la France. La seule garantie possible est l'indépendance totale. Il va passer les mois suivants à unifier les forces haïtiennes dispersées, à harasser les Français dans les mornes, à user leur armée déjà affaiblie par la fièvre jaune qui décime les rangs européens avec une efficacité que nul canon n'aurait pu égaler. La guerre se poursuit dans des conditions extrêmement difficiles. Les soldats français sont affaiblis par les combats, les maladies et la fièvre jaune. Cette dernière s'avère plus meurtrière que les armes haïtiennes. Les Européens n'ont aucune immunité contre elle, et le climat tropical transforme les camps français en mouroirs. Le général Leclerc meurt de la maladie en novembre 1802. En moins d'un an d'expédition, l'armée napoléonienne a déjà perdu une fraction considérable de ses effectifs, non sur les champs de bataille, mais dans les hôpitaux de fortune et les baraquements infestés. Napoléon avait envoyé une armée conquérir une colonie. Il assiste depuis Paris à sa dissolution lente et irrémédiable. Son successeur, le général Donatien de Rochambeau, adopte une politique encore plus brutale. Répression, exécution, chiens dressés pour traquer les insurgés. Ces méthodes ne rétablissent pas l'autorité française. Elles renforcent la détermination de ceux qui combattent contre elle. À l'automne 1803, les Français contrôlent encore plusieurs positions, mais leur armée est épuisée. Les forces de Dessalines resserrent leur étau autour du Cap français. Le 18 novembre, la bataille décisive a lieu à Vertières. Ce n'est pas la première fois que les deux camps s'affrontent dans ce secteur. Depuis des semaines, les forces de Dessalines resserrent leur emprise autour du Cap français, la principale ville encore tenue par les Français. Vertières contrôle l'accès à la ville depuis l'intérieur des terres. Qui tient Vertières tient l'issue du siège. Dessalines le sait. Rochambeau le sait aussi. Les deux camps comprennent que cette journée sera décisive. Les chiffres exacts varient selon les sources. L'armée française avait compté plusieurs dizaines de milliers d'hommes depuis le début de l'expédition, mais les forces présentes autour de Vertières étaient bien moins nombreuses. Du côté haïtien, Dessalines peut compter sur une armée composée d'anciens esclaves, de soldats libres de couleur, de cultivateurs mobilisés et de combattants ayant rejoint la Révolution. Parmi ces généraux se trouve François Capois, bientôt surnommé Capois la mort. Capois commande une partie de l'assaut contre les positions françaises. Son cheval est touché, Capois tombe, se relève et continue à pied. Un boulet lui arrache son chapeau, il le récupère, le remet sur sa tête et poursuit sa marche. Les versions du récit diffèrent dans leurs détails, mais toutes insistent sur la même image. Un chef qui refuse de s'arrêter alors que les canons tirent sur ses hommes. Ce jour-là, Jean-Jacques Dessalines, général, ancien esclave, fils de l'Afrique et de Saint-Domingue, se lève sur son cheval et prononce ces mots: coupe-tête, boulquet, coupez les têtes, brûlez les maisons. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est une déclaration de rupture totale avec 2 siècles d'esclavage, de fouet, de déportation, d'humiliation. Ce jour-là, Dessalines et ses hommes ne se battent pas seulement pour une victoire militaire. Ils se battent pour que le mot « liberté », prononcé en français par ceux qui les enchaînaient, devienne enfin réel. Les combats sont violents.
Les assaillants progressent sur un terrain difficile et affrontent une artillerie supérieure. Les pertes sont lourdes. Mais les Français sont épuisés et isolés. La maladie a décimé leurs rangs. Les renforts ne peuvent plus arriver. La résistance haïtienne ne cesse de gagner du terrain. La tradition raconte qu'un officier français aurait interrompu momentanément le feu après avoir vu le courage de Capua. Il aurait salué le général haïtien avant que les combats ne reprennent. Qu'il ait eu lieu exactement de cette manière ou qu'il ait été amplifié par la mémoire collective, cet épisode est devenu l'un des symboles de Vertières. Même au cœur de la guerre, le courage de l'adversaire pouvait être reconnu. Pendant des heures, les forces de Dessalines attaquent les positions françaises. Les lignes reculent. Les fortifications tombent les unes après les autres. Les pertes haïtiennes sont lourdes. Plusieurs milliers de morts et blessés selon les estimations, dans une bataille conduite sur un terrain découvert contre une artillerie en hauteur. Mais les Français n'ont plus les réserves humaines pour contre-attaquer. Rochambeau comprend qu'il ne peut plus tenir le cap français. Le 19 novembre, il demande à capituler avec les honneurs militaires et un délai d'évacuation. Dessalines accepte, non par faiblesse, mais parce qu'il veut que les Français partent définitivement. Rochambeau et ses troupes embarquent. En rade, les navires britanniques les capturent immédiatement. La France et l'Angleterre sont en guerre. Pour Rochambeau, c'est la prison anglaise. Pour Saint-Domingue, c'est la liberté. La bataille de Vertières ne met pas seulement fin à une campagne militaire. Elle rend impossible le maintien de la domination française à Saint-Domingue. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance. Le nouveau pays reprend le nom d'Haïti, terme taïno-Haïti, souvent traduit par « terre des hautes montagnes ». Ce choix rompt délibérément avec le nom colonial de Saint-Domingue. Haïti devient le premier État indépendant, issu d'une révolution menée par des personnes anciennement réduites en esclavage. La première république noire de l'époque moderne. La victoire haïtienne provoque un choc immense dans les empires esclavagistes. Elle démontre qu'un système colonial fondé sur l'esclavage peut être renversé par ceux qu'il prétend réduire au silence. Les États-Unis refusent donc de reconnaître Haïti pendant plusieurs décennies. La reconnaissance diplomatique américaine ne vient qu'en 1862, pendant la guerre de sécession. Les gouvernements européens se méfient eux aussi du nouvel État. Ils redoutent que la Révolution inspire les populations réduites en esclavage dans les autres colonies. En 1825, le roi Charles Renis de France envoie une flotte de guerre devant les côtes haïtiennes. La France exige une indemnité de 150 millions de francs, or en échange de la reconnaissance de l'indépendance. Cette somme doit officiellement compenser les anciens colons français pour la perte de leurs propriétés, dans lesquelles sont inclus les personnes anciennement réduites en esclavage. Haïti accepte sous la pression des canons. Pour payer cette indemnité, le pays doit contracter des emprunts auprès de banques étrangères. Les derniers remboursements liés à cette dette sont effectués en 1947. En 2022, une enquête du New York Times a estimé que les paiements directs effectués par Haïti représentaient environ 560 millions de dollars actuels et que le manque à gagner potentiel pour l'économie haïtienne pouvait atteindre 115 milliards de dollars. Ce dernier chiffre est une estimation économique, pas une somme directement versée. Il permet cependant de mesurer la portée de cette contrainte financière. Une nation qui avait conquis son indépendance par les armes a dû payer pour obtenir la reconnaissance de cette indépendance. Vertières est aussi une victoire de femmes. Les femmes ont transporté de l'eau, des munitions et des messages. Elles ont soigné les blessés et ravitaillé les combattants. Certaines ont pris les armes. La révolution haïtienne n'a pas été menée uniquement par des généraux. Elle a reposé sur une population entière. Des personnes venues de régions différentes d'Afrique ont combattu ensemble sur une terre qui n'était pas toujours celle de leur naissance. Elles parlaient des langues différentes. Elles avaient des pratiques religieuses différentes. Elles avaient connu des parcours différents, mais elles partageaient une expérience commune, celle d'un système qui les avait transformées en marchandises. À Vertières,
elles ont combattu pour que cette définition ne décide plus de leur avenir. La victoire de Vertières a aussi influencé l'histoire du continent américain. Simon Bolivar, après ses premiers échecs militaires, trouve refuge en Haïti en 1815. Le président Alexandre Pétion lui offre des armes, des hommes et des navires pour repartir libérer l'Amérique du Sud en échange d'un engagement. Abolir l'esclavage dans les territoires libérés. Bolivar tient partiellement cette promesse. Sans l'aide haïtienne, l'indépendance de plusieurs républiques sud-américaines aurait sans doute suivi un autre calendrier. L'aide haïtienne montre que la révolution d'Haïti ne s'est pas enfermée dans ses frontières. Elle a transmis une idée politique nouvelle. La liberté ne peut pas être réservée à ceux qui possèdent la terre, les armes ou la couleur de peau considérée comme légitime. Les États-Unis du début du XIXe siècle n'ignoraient pas Haïti. Ils la surveillaient avec une anxiété croissante. Les États esclavagistes du Sud interdisaient l'entrée sur leur territoire aux marins et marchands haïtiens, de peur que l'idée de liberté ne voyage avec eux. Des journaux publiaient des articles alarmistes sur la contagion noire. Le Congrès débattait en secret de ce qu'il fallait faire de cette nation qui avait eu l'audace de gagner. La victoire de Vertières n'était pas seulement une défaite militaire pour Napoléon, c'était une fissure dans l'ordre mondial de l'esclavage. Une fissure que ceux qui profitaient de cet ordre ont passé des décennies à essayer de reboucher. Il faut aussi dire un mot de ce que la mémoire de Vertières a représenté pour les générations suivantes. Frédéric Douglass, ancien esclave devenu orateur, journaliste et diplomate, est nommé consul américain à Haïti en 1889. Il y voit la preuve vivante de la capacité du peuple noir à se gouverner. Aimé Césaire, poète martiniquais et père de la négritude, consacre une biographie à Toussaint Louverture et place la révolution haïtienne au cœur de sa pensée politique. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, les leaders de la décolonisation africaine des années 1950 et 1960, tous ont puisé dans la mémoire de Vertières l'argument que la liberté n'est pas accordée, elle se prend. Cette mémoire traverse les continents et les siècles, parce qu'elle répond à une question que les opprimés de chaque époque se posent. Est-ce que la résistance peut gagner contre un empire ? Haïti a répondu « oui ». Dessalines n'est pas un personnage sans contradiction. Après l'indépendance, Haïti connaît des luttes de pouvoir, des divisions politiques et des violences. Le nouvel État ne devient pas immédiatement une société égalitaire. La liberté politique ne fait pas disparaître les inégalités héritées de la colonisation. Mais ces contradictions ne peuvent pas effacer le fait central. Le 18 novembre 1803, une armée composée en grande partie d'anciens esclaves a vaincu l'armée française qui voulait rétablir l'ordre colonial. Ce jour-là, le système esclavagiste n'a pas seulement été dénoncé, il a été battu sur un champ de bataille. Il y a une image que je voudrais que vous gardiez. Après les combats, les hauteurs de Vertières dominent la plaine du Cap Français. Les soldats français se préparent à quitter l'île. Derrière eux, ils laissent une colonie qu'ils ne parviendront plus à reconquérir. Devant eux, un peuple qui avait été déclaré inférieur vient de créer son propre État. Un État encore fragile, un État menacé, mais un État libre. C'est cela que représente Vertières. Pas une bataille parfaite, pas la naissance d'un paradis, la naissance d'une possibilité. La possibilité pour des hommes et des femmes réduits en esclavage de devenir les fondateurs d'une nation. Nous libés, nous sommes libres. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous aux Victoires Noires oubliées sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts ou partout où vous écoutez vos podcasts et partagez cet épisode autour de vous. Dans le prochain épisode, nous quitterons les Caraïbes pour rejoindre l'Afrique australe, en 1879. À Isandlwana, l'armée britannique va affronter une force zoulou qu'elle croit incapable de vaincre une puissance impériale. Elle découvrira qu'une armée organisée, déterminée et sous-estimée peut infliger à un empire l'une de ses plus humiliantes défaites. Isandlwana vous attend.